On va quitter les sciences humaines pour deux conférences qui vont nous amener plutôt du côté des sciences naturelles, en biologie et en géomorphologie, géologie. Donc j'ai le plaisir d'introduire Sergio Rassmann, qui est professeur à l'Université de Neuchâtel et qui va nous présenter une conférence intitulée « Les effets des gradients écologiques sur la diversité et le fonctionnement des espèces ». Sergio. Bonjour à tout le monde. Merci. Vous entendez? Non. Bon, je vais parler là. Merci Antoine et Isaline pour l'invitation, c'est très sympa. Je suis écologue, donc je vais parler aujourd'hui, je m'intéresse des interactions entre plantes et insectes, surtout. En étant tessinois, je ne connaissais pas beaucoup les préalpes. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre plein de choses, c'est très, très joli. Mais j'ai surtout commencé à apprendre à connaître les préalpes vaudoises quand j'ai commencé des recherches ici à Lausanne en 2011 environ. J'ai commencé aussi des collaborations avec le groupe d'Antoine Guizon. Et c'est là dont je vais parler un peu des recherches que j'ai faites. Mais tout d'abord, je vais vous porter un peu dans les tropiques, juste un petit moment. Alors, je suis un écologue qui est intéressé aux grands gradients écologiques, aux grands gradients climatiques et comment ces gradients ils influencent les interactions entre les espèces. Donc, j'ai voulu reprendre des citations de Charles Darwin. C'était un des plus grands naturalistes, hein, bien sûr, le plus grand peut-être naturaliste. Et j'ai repris ce passage pour vous montrer, alors lui se promenait dans la forêt brésilienne et puis il était ébloui par la diversité des espèces qu'il voyait, il était émerveillé, il a écrit ce passage. Alors c'est pour dire que lui, en venant de l'Angleterre, voilà, il était habitué à ces espèces qu'il connaissait, des plantes, les animaux, les papillons, comme ça, il les connaissait très bien. Il est arrivé aux tropiques, il s'est dit « Waouh, c'est incroyable, il y en a beaucoup, beaucoup plus ». Et donc, depuis là, tout le monde maintenant se demande mais pourquoi il y a plus d'espèces aux tropiques en fait que dans les zones tempérées. Et l'idée, ça vient aussi d'un deuxième, peut-être le deuxième grand naturaliste de l'époque, c'est Alfred Wallace, que lui, en fait, il avait compris qu'en fait, l'interaction entre les espèces, c'est ça qui crée la grande diversité. Plus il y a d'interaction d'espèces, plus il y a de diversité. Et donc, c'est là que c'est parti un peu mes idées de recherche. Alors, moi, je m'intéresse aux interactions entre les plantes et les insectes qui les mangent. L'idée, c'est que, en fait, si on regarde ça, c'est une figure qui montre toute la biodiversité connue sur Terre, en gros. Vous voyez qu'en bas, en rouge et en rosé, c'est que les insectes. Donc, moitié de la biodiversité qui a été décrite jusqu'à maintenant, c'est que, en fait, des insectes. Un quart de ça, c'est les insectes qui mangent les plantes, et l'autre quart, c'est justement les plantes. Donc, la moitié de la macro-biodiversité, hein, là, il n'y a pas les bactéries, champignons et tout ça, qu'on ne voit pas, donc ça ne nous intéresse pas, en gros, mais... Donc la grande macrobiodiversité, c'est vraiment interaction entre les plantes et les insectes qui les mangent. Donc la grande question qu'on se pose, il y a beaucoup d'insectes, les insectes vont manger les plantes pour survivre, il y a énormément d'insectes, comment est-ce que les plantes peuvent encore exister en fait? Il y a tellement d'insectes qui vont les manger. Et en fait, les plantes ne sont pas complètement mangées parce qu'ils ont évolué des systèmes de défense. Donc, ici, c'est une figure aussi que j'ai prise en zone tropicale, en Équateur. Quand je voyageais, ça, c'est une plante, on voit, elle est très, très... des feuilles très, très dures, par exemple. Elle a des épines, donc ça, c'est défense physique, qu'on appelle. Mais on connaît aussi, bien sûr, que les plantes, elles contiennent toutes des molécules chimiques qu'on appelle des produits secondaires. Ce n'est pas des produits que la plante elle utilise pour sa propre fonctionnement de base, mais c'est des produits qu'elle utilise seulement pour se défendre contre les animaux qui veulent la manger. Alors, ces produits, c'est très important pour nous parce que c'est de là que dérivent
je dirais, le 90% des produits qu'on utilise en pharmacologie. Par exemple, ici, je montre quelques molécules, c'est assez intéressant. Bon, ça, c'est la nicotine, ça, on n'utilise pas forcément en pharmacologie, mais on l'utilise en mode récréatif. Ça, c'est une autre molécule que, par contre, cette grosse molécule-là, ça c'est une molécule qu'on utilise pour régler le battement cardiaque, par exemple. C'est aussi produit par la digitale qu'on trouve aussi chez nous. Et l'autre, ça, c'est une molécule qui vous connaissez souvent quand vous mangez la moutarde. C'est ça qui vous donne, quand ça vous pique le nez, par exemple, c'est un glucosinolate. Toutes ces molécules sont présentes dans les plantes seulement pour se défendre contre les insectes. Donc la théorie dit que voilà, il y a plus d'espèces dans les zones chaudes, dans les zones tropicales en général, parce qu'il y a plus d'interactions. Donc l'idée, c'est que les plantes, si c'est vrai ça, c'est que les plantes, elles doivent être plus défendues. S'il y a plus d'insectes qui veulent les manger dans des zones chaudes, elles doivent être aussi plus défendues. Donc on a testé cette idée quand j'étais aux États-Unis pour mes travaux de recherche. On a étudié ce groupe de plantes qui s'appelle les Asclépiades. Le nom dérive du dieu grec Asclépius aussi, que c'était le dieu grec de la médecine, parce que toutes ces plantes contiennent des molécules qu'on peut utiliser en médecine aussi. On a planté toutes ces plantes et puis on a mesuré si ces plantes étaient plus ou moins défendues contre cet insecte. C'est la monarque. Le monarque, c'est un grand papillon, un symbole aux États-Unis. Il fait la migration depuis le Mexique jusqu'au Canada. Et ce papillon, il est adapté à manger toutes ces plantes. Donc, ce qu'on a fait, on a mesuré en fait les défenses de ces plantes et puis pour chaque espèce, on a regardé où est-ce qu'elle grandit. Et on les a mis sur l'axe de latitude. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, 0, c'est la zone équatoriale, puis plus on va de l'équateur jusqu'au pôle, on voit que la quantité de défense diminue généralement. Donc ça, on a mesuré toutes ces molécules dans chaque espèce de plante. On a vu qu'effectivement, il y en a moins dans les zones tempérées. Et ça indique aussi qu'effectivement, les plantes en général, elles ont moins besoin de se défendre ici, dans les zones tempérées. Alors tout ça, c'était très joli. Faire des études comme ça, il faut imaginer, là, on passe de 40 degrés de latitude. C'est pratiquement impossible, comme unique chercheur, de faire des études comme ça, aller vraiment sur le terrain, regarder si toutes ces plantes sont effectivement mangées ou pas. Alors, quand je suis arrivé à Lausanne avec une bourse du Fonds national, je suis arrivé au département d'écologie et évolution. Je me suis dit, moi, je vais quand même continuer à étudier les gradients écologiques. Et le meilleur moyen de faire ça, en fait, c'est d'étudier les gradients altitudinaux. En plus, j'adore aller en montagne, donc ça, c'était parfait. Alors, il n'y a pas que de bénéfices en termes de coûts, de voyage et tout ça, travailler dans les Alpes. Pour moi, mais aussi, bien sûr, il y a aussi des bénéfices en termes scientifiques. Le fait qu'on travaille sur des gradients comme ça, on n'a pas de limitation de dispersion. En fait, tout ce qu'on voit, si on voit des choses des différences entre le haut et le bas, c'est vraiment dû à des adaptations écologiques que la plante elle a eues. En plus, voilà, on a même une même histoire biogéographique, ce n'est pas du tout le cas quand on traverse des continents, et on est dans une même zone climatique. Alors, je suis arrivé à Lausanne et j'ai commencé à chercher des endroits où pour pouvoir mener mes recherches, et j'ai tout de suite rentré en contact avec Antoine Guisan qui m'a dit « Oh, il faut travailler dans les Alpes, dans les préalpes vaudoises, c'est parfait, on a déjà des placettes et tout. » J'ai dit « Très bien. » En plus, voilà, Antoine Guisan, il avait ce monitoring de 300 quelques plots dans les préalpes. Ça nous a permis vraiment de mettre les bases pour nos recherches. J'ai aussi connu Christophe Randin qui est ici dans la salle. C'est lui qui m'a dit moi je travaille aussi dans les préalpes, on a déjà mis en place des placettes. Et je dis parfait. Alors, j'étais vendu. Donc la première chose à faire, c'était vraiment de voir si effectivement, si on passe
depuis le bas de la vallée jusqu'à notre montagne, est-ce qu'il y a des différences ou non dans le nombre d'espèces qu'on trouve. Donc, on a pris les données d'Antoine Guizon. Eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils étaient allés dans chaque de ces petits points rouges. Et dans chaque de ces petits points rouges, sur des aires de 50 mètres sur 50 mètres, ils avaient récolté tous les papillons qu'ils trouvaient. Ils les avaient classés, catégorisés. Et dans une plus petite passette, de 2 mètres sur 2 mètres, ils avaient censuré toutes les espèces de plantes qu'ils trouvaient. Après, on a mis tout ça sur un graphique. Alors, chaque point ici, ça correspond à ces points rouges que vous avez vus sur la carte. Et vous voyez que alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont partis de 1000 mètres jusqu'à 3000 mètres. Là, ça serait intéressant. Ça touche un peu au niveau transdisciplinaire, effectivement. En dessous de 1000 mètres, c'est très difficile pour nous écologues de faire de la recherche parce que l'environnement est pratiquement complètement perturbé. Il n'y a presque plus de zones vraiment naturelles en dessous de 1000 mètres. On peut argumenter que même en haut de 1000 mètres, c'est plus très naturel, mais donc je trouve l'idée de couper à 1000 mètres, c'était une très bonne idée parce qu'en bas, peut-être les espèces qu'on trouve ne sont pas forcément là parce que c'est naturellement là, mais c'est amené par l'homme ou c'est détruit par l'homme, etc. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que à partir de 2000 mètres, donc sur l'axe des X, on voit la salle en haut, c'est la richesse des plantes, donc c'est le nombre d'espèces de plantes. En bas, c'est le nombre d'espèces de papillons. On voit qu'après de 2000 mètres environ, donc c'est la limite des arbres, il y a une chute assez dramatique du nombre d'espèces qu'on trouve en montagne. Donc cela nous indique qu'effectivement, en haute montagne, peut-être il y a moins d'interactions. Les papillons, il y a moins de papillons qui vont manger de plantes en général. Donc on peut s'imaginer que aussi en haute montagne, les plantes ne doivent pas forcément se défendre contre les herbivores. Alors on a testé cette idée. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé en montagne, on a récolté 32 espèces de plantes. On a pris 6 espèces en haute altitude. Ça, c'est toutes les espèces qu'on a trouvées en haute montagne. Et puis, on est descendu en bas, on a pris des espèces sœurs qui poussent qu'en basse altitude. Donc, on a pris le trèfle alpin, puis on est descendu, on a pris le trèfle qui pousse en bas, par exemple. On a fait ça pour 16 paires de plantes, et puis on les a ramenées au laboratoire, on a regardé si elles se défendaient mieux contre les herbivores. Et en gros, ce qu'on a vu, c'est que les espèces de haute altitude, l'herbivore qui mange les espèces d'haute altitude, il grandit mieux que si elle mangeait des espèces de basse altitude. Il y a beaucoup de variations là-dedans. Ça, c'est les moyennes de toutes ces droites-là. Mais ce qui nous indique, c'est qu'effectivement, en général, les plantes d'altitude sont moins défendues que les plantes du bas. Donc, ça va en accord avec la théorie aussi qu'on avait à la base sur les grands gradients latitudinaux. Alors, tout ça, ce que je vous montre, c'est au niveau interspécifique, donc entre espèces. On a fait la même chose au niveau d'une même espèce. On a étudié le plantain lancéolé. Ça, c'est une plante très, très commune. On la trouve partout, depuis ici en zone basse, bien sûr, mais on peut la trouver jusqu'à presque 2000 mètres d'altitude. C'est une plante qui s'adapte très bien à différents stress climatiques, par exemple. Alors là, ce qu'on a fait, on est allé et on est parti de Aigle pratiquement et on est monté jusqu'à Nzonda et à chaque 200 mètres, on s'arrêtait et on récoltait des populations de cette plante ici. On regardait si elle était mangée, combien elle était mangée, combien de trous il y avait dans les feuilles. En gros, on voit qu'effectivement, on est parti à 400 mètres, on est arrivé presque à 1800 mètres, et on a vu qu'il n'y avait presque pas d'herbivorie en haute altitude. Toutes les plantes elles étaient mangées en bas, et presque pas de plantes étaient mangées en haut. Après, ce qu'on a fait, on a pris toutes ces plantes et on a mesuré la quantité de substances, de ces substances-là, ça s'appelle des glycosides.
Et on a vu qu'effectivement, il y en a moins à haute altitude. Donc la plante, elle s'adapte à ne pas être mangée, donc elle réduit la production de ces substances à haute altitude parce qu'en fait, elle n'en a pas vraiment besoin. Alors, il faut dire, après on s'est dit, mais est-ce que c'est simplement le fait de pousser en altitude qui fait que la plante, comment est-ce que la plante elle reconnaît qu'elle est à haute altitude, il y a moins d'insectes, et donc du coup elle va produire moins de substances. Alors pour répondre à ces questions, ce qu'on fait, on fait des jardins communs, comme ici. Ça c'est un jardin commun sur le transect qui monte depuis Lavé jusqu'à Morcle, et bien sûr plus haut, jusqu'à la Tourche. Ça, c'est à 1500 mètres. Ici, je veux mettre l'accent sur le fait que sans l'accord et le soutien des communes de Lavé, Morcle et de B, toutes ces choses ne pourraient pas se faire. Donc, je leur remercie beaucoup, bien sûr. Cette année, j'aurais commencé à mettre en place toutes ces places et ils sont très contents de nous héberger pour nos expériences. Ce qui n'est pas toujours effectivement facile dans des zones où il n'y a pas vraiment de zones naturelles à disposition pour faire des choses comme ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les graines de cette plante, on les a plantées à 1500 mètres et puis on les a plantées en bas à Lavé et à 500 mètres. Et puis on a vu qu'est-ce qui se passe quand les plantes elles sont mangées par les insectes. Et ce qu'on voit, simplement le fait de pousser à 1500 mètres en altitude, les plantes deviennent moins toxiques. Donc on s'est posé la question, ouais, c'est bizarre, simplement le fait de pousser là-haut rend les plantes moins toxiques. Qu'est-ce que c'est la variable qui influence le plus, ou qui suit plus, la variable climatique qui suit le plus l'altitude, il y en a deux peut-être, c'est la température et les précipitations. Alors nous, on s'est intéressé la température. On sait bien sûr qu'à chaque mètre qu'on monte en altitude, on perd environ 1 degré. Donc, ce qu'on a fait pousser les plantes à environ 20 degrés et puis environ à 12 degrés. 20 degrés, c'est la température moyenne à 500 mètres et à 12 degrés, c'est la température moyenne environ à 1500 mètres. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a mesuré à nouveau ces substances, ces molécules toxiques qu'on avait vues avant. Et simplement le fait de pousser à 12 degrés rend la plante moins toxique. Elle n'arrive pas à produire toutes ces substances. Donc ici, on voit qu'il y a l'interaction de la température en elle-même et le fait qu'il y a moins d'herbivores en altitude qui façonnent vraiment le type et la structure à défense des plantes. Donc pour résumer, on a vu qu'il y a moins d'interactions biotiques en altitude et cela, ça relaxe les défenses des plantes. Donc les plantes d'altitude sont moins attaquées et la température inhibe la production de défense. Donc en général, on voit que les plantes alpines sont moins défendues. Donc moins défendues, ça veut dire qu'ils produisent moins de substances chimiques. Alors, si nous on veut produire, ça c'est une question que j'aimerais explorer aussi, que ça touche un peu l'ethnologie et la biologie, c'est on veut produire des plantes alpines pour en faire des bonbons, style Ricola, pour manger, tout ça. Est-ce que ça vaut la peine de les faire pousser en haut ou en bas? En gros, ce serait mieux, selon cette idée, de les faire pousser en bas. Ils vont produire plus de substances, ça va être plus riche et plus bon à manger. Bon, ça serait à étudier. Alors, le fait que les plantes sont moins défendues en bas, ça a des implications. L'autre question, c'est et les insectes, qu'est-ce qui se passe? Si les plantes sont effectivement moins défendues en haut, il y aurait possibilité pour les insectes d'aller coloniser plus de plantes. Donc, on avait testé cette idée. Et ici, on a fait sur 3 groupes d'insectes différents. Alors, celui-là, à gauche, on peut voir le graphique des papillons. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Chaque point, c'est une espèce de papillon qui vit dans sa niche optimale, dans son altitude optimale. Et pour chaque espèce de papillon, on a mesuré combien de plantes, la diversité de plantes qu'elle allait manger. Et on voit effectivement que si on passe de 1000 mètres jusqu'à 3000 mètres, les papillons commencent à manger plus d'espèces de plantes différentes. Donc ça, c'est une indication que le papillon lui-même devient en général plus généraliste.
Et on pense que ça, c'est dû au fait que justement les plantes sont moins défendues, ils peuvent aller coloniser plus de plantes. Après, on voulait tester si c'était vraiment le cas pour d'autres espèces, si c'était une affaire générale. On allait voir aussi, ça c'est des banques de données hein, qui existent, on allait voir les buprestidés. Buprestidés, c'est des coléoptères qui mangent le bois des arbres. Et on a vu qu'effectivement, plus on monte en altitude, plus ces coléoptères vont commencer à coloniser un plus grand nombre d'espèces différentes d'arbres. Aussi, il devient aussi plus généraliste. Et l'idée, effectivement, aussi que ces arbres sont moins défendus, le coléoptère peut aller coloniser plus d'espèces différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en altitude, les abeilles aussi deviennent plus généralistes. Ça, c'est, on a regardé un peu toutes les abeilles de Suisse, on a vu que quand on monte, les abeilles, on a classifié les abeilles par des spécialistes, donc qui vont polliniser que quelques fleurs. Et ça s'appelle oligolectique en termes stricts. Et puis on a regardé les abeilles qui vont manger un peu de tout, sont très très généralistes. L'abeille commune, elle est très très généraliste, elle va manger plein de fleurs. Et on a vu que les abeilles qui sont très généralistes aussi vont coloniser plus le haut que le bas. Donc tout cela, ça va en accord avec l'idée qu'effectivement, quand on monte en altitude, les plantes sont moins défendues, ça laisse plus de place aux insectes et aux pollinisateurs de les coloniser. Alors, pour résumer, ce qu'on a vu, c'est que pourquoi c'est très bien d'étudier les gradients écologiques. Ça, c'est mon but pour les prochaines 10 ans au moins de recherche. C'est qu'on peut vraiment étudier les variations des interactions biotiques et comprendre les facteurs abiotiques comme la température, précipitation, et ça qui façonnent ces interactions biotiques. Donc là, c'était l'exemple que la biodiversité et le fonctionnement de la biodiversité changent sur ce gradient. Il y a beaucoup de choses à faire encore. Ça, c'était le premier exemple qu'on a pu mettre en évidence. Il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'on est en train de continuer à travailler là-dedans. Aussi, surtout regarder l'effet du sol, comment ça change, l'effet des micro-organismes du sol, en haute montagne, comment ça influence les interactions entre les plantes et les animaux, etc. Maintenant, en regardant un peu plus loin, qu'est-ce qui se passe aussi avec quelques membres du groupe d'Antoine Guisan, à l'époque, on avait écrit un papier en se demandant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années futures, surtout dans les Alpes. Alors, on avait fait une modélisation en regardant ce qu'il y a actuellement. On a pu modéliser par rapport au réchauffement climatique qu'il y aura dans les prochaines 20, 30, 50 années. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, qu'effectivement, bientôt, il y aura plus les insectes qui sont très mobiles vont aller coloniser le haut plus vite que les plantes. Donc ici, c'est un graphique qui montre, surtout à partir de 2000 mètres, on voit ça, c'est le ratio en fait de ce qui est mangé maintenant, ce qui va être mangé au futur. Donc, pardon, ce qui va être mangé au futur, c'est ce qui est mangé maintenant. On voit que, surtout à une très haute montagne, il y aura beaucoup plus de plantes qui vont être mangées de ce qu'il y a maintenant. Ça, c'est simplement parce que les insectes vont coloniser plus vite l'étage alpin, ça va faire plus chaud. Et donc, les plantes, qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant, ça, c'est la situation. Il y a moins de défense en altitude. Ici, il y a beaucoup d'insectes en bas. Il y a peu d'insectes en altitude. Les plantes sont moins défendues. Tout se passe bien. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Il y aura beaucoup plus d'insectes en altitude. Les plantes vont rester moins défendues. Et cela, bien sûr, sera des implications au niveau de la biodiversité en général dans le milieu alpin. Et c'est ça qu'on veut maintenant en train d'étudier. Donc ça, c'est la question qui reste très ouverte et qu'on va essayer de poursuivre dans les prochaines 5-10 ans environ. Très bien, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Sergio.
m'entendez? Voilà. Donc on a du temps pour les questions. Alors il y a une question. Oui, merci. Vous avez dit au départ que, en fait, il y avait une corrélation entre les molécules de défense des plantes par rapport aux attaques qu'elles peuvent subir des herbivores. Comment est-ce que ça a été établi, ça? Comment est-ce qu'on est sûr de cette corrélation-là? Bonne question. Il y a deux évidences. La première, on a étudié l'effet métabolique dans la plante. On voit que que ces molécules, en fait, ne servent à rien d'autre. Si on enlève ces molécules de la plante, elle se comporte tout à fait très bien, sauf quand elle est mangée. Donc, il y a des études, par exemple, ils ont enlevé la nicotine du tabac. Ils ont vu que sans la nicotine, le tabac, il grandit tout à fait exactement le même et tout. Mais dès qu'on met un herbivore, il va complètement être défolié. Donc, si on remet la nicotine dedans, la plante, elle se protège. Donc, ça, c'est la première évidence. Et donc, on fait des manipulations au niveau génétique. Et puis l'autre, on compare simplement des espèces. Il y a des espèces qui ont plus de ces composés, des espèces qui en ont moins. On met le même herbivore dessus, on voit que l'espèce qui a plus de composés, elle est plus défendue. Donc, c'est des évidences dans ce sens-là. Oui. Quel est le temps de réaction d'une plante pour s'adapter à de nouvelles conditions agressives? Est-ce qu'on a fait des études en laboratoire contrôlées avec ou sans insectes pour voir si en 2-3 générations on évolue ou... Alors ça, c'est exactement les questions qu'on est en train de poursuivre maintenant. On sait, je n'ai pas montré ici, mais on sait qu'on avait fait des études, on a mis des herbivores sur la plante, on a récolté les graines, on a replanté ces graines, on a vu que les filles entre guillemets, de ces plantes deviennent plus résistantes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une mémoire transgénérationnelle, c'est de l'épigénétique, parce que ça n'influence pas vraiment le génome en lui-même. Ça le change justement seulement un tout petit peu, suffisamment pour les rendre plus défendus. Après, sur des langues, si ça va être vraiment inscrit dans le génome de la plante, ça, il faut des générations, plusieurs générations. Il y a des plantes, surtout en haute montagne, ça prend des années et des années pour faire une génération. Donc là, il faut imaginer que par rapport aux insectes, ces plantes, ils ont très peu de temps pour s'adapter. Alors ce qu'on pense, c'est qu'à notre altitude, c'est surtout plutôt à niveau épigénétique que ça marche plutôt qu'au niveau génétique. On est en train d'investiguer ça, mais on ne connaît pas beaucoup. Dans l'optique transdisciplinaire, en fait, tu as étudié un système qui est complètement contrôlé le long d'un transect artificiel, puis tu as un système qui est plus ou moins naturel, avec l'impact de l'homme à certains endroits. Moi, je voulais savoir, en fait, comment l'utilisation du sol par l'homme, par exemple d'introduire d'autres herbivores qui vont faciliter ou pas une plante, va affecter tes études sur les interactions entre les petits herbivores et puis la plante. Donc comment les gros herbivores vont influencer ce système dans un système perturbé? C'est une très bonne question. La réponse très courte, c'est qu'on ne le sait pas. L'autre réponse, c'est que je suis en train de chercher un étudiant de master qui veut exactement faire ça. L'idée, c'est que on a des endroits où on sait qu'il y a du bétail pendant plusieurs années et juste à côté, il n'y a jamais eu de bétail. On a la même espèce de plante dans les deux zones. Et là, ça serait vraiment intéressant de voir si le bétail en lui-même, ça influence ça. À ma connaissance, il n'y a jamais personne qui a fait ça, mais ça serait justement intéressant de le faire. Hello, bonjour. Je ne sais pas si j'ai raté une partie de votre présentation ou votre commentaire, mais en tout cas, j'étais curieuse à propos de la plasticité d'un individu d'une plante envers les insectes, dans le sens... donc, s'il y a une plante qui est plantée quelque part et il y a des températures qui changent, par exemple, parce que vous avez dit que la température est très corrélée à la quantité de produits chimiques qui sont produits, est-ce qu'on voit
pour certaines températures, certaines ranges de température, une augmentation ou une decrease de ces produits au fil d'une saison, par exemple? Oui, disons, toutes ces molécules chimiques, c'est très plastique à l'intérieur de la plante. La plante, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle en a un peu, toujours, mais quand elle est mangée, elle va commencer à en produire plus. Donc ça, c'est la plasticité, justement, dont on en parle. Mais non, l'influence de la température sur la production des molécules après être mangées, ça, c'est toujours une question ouverte. On a vu un peu dans ce graphique, c'est quand même réduit. Et on pense que la température aussi, ça réduit ce qu'on appelle l'induction des défenses. Mais on ne connaît pas beaucoup. Ouais. Il y a eu beaucoup d'études sur l'influence du CO2 sur la défense des plantes, parce que voilà, un gaz à effet de serre et tout ça, donc c'est fait beaucoup, mais on ne connaît pas beaucoup sur la température. Juste une question qui rejoint un petit peu ce qui a été demandé précédemment par Madame. Là, donc vous avez montré que la température influe sur la production de substances défensives. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'avec un réchauffement climatique, on aura effectivement plus de prédation en montagne, mais on aura aussi plus de défense, ce qui fait que finalement, on a un système qui s'équilibre? Oui, on pourrait imaginer ça, mais mon feeling, ma réponse feeling à rapport à ça, c'est que les plantes, ils sont quand même, une fois que c'est fixé, la plante, elle peut induire un tout petit peu, mais même si on augmente la température, elle ne va pas augmenter plus. Elle a des limites physiologiques qu'on ne peut pas dépasser, et pour ça, il faudrait qu'il y ait spéciation, vraiment un autre niveau d'adaptation qui se fait. Les plantes sont vraiment comme nous, hein, on peut courir jusqu'à un certain moment, même si nous donne plus à manger, on ne va pas courir plus vite. On va prendre encore 2 questions, puis après le temps sera passé. Merci beaucoup. Pour dire un mot, que les activités humaines, il y avait des troupeaux, ça signifie qu'il y avait la présence d'une communauté d'êtres humains, ou peut-être la présence de communauté d'êtres humains qui a fait en sorte que la présence des troupeaux, et que c'est plutôt les activités humaines qui influent sur le réchauffement climatique. On l'admet finalement de nos jours et on parle trop. Mais un mot, c'est plutôt les ressources génétiques végétales. De nos jours, on est arrivé à la génétique animale, génétique humaine, bon, c'est très stratégique, la génétique végétale, les ressources génétiques végétales et leur interaction. Bon, donc pour certaines espèces, peut-être, comme vous le dites vous-même, pour certaines espèces, il y a moins d'interaction, plus d'interaction en altitude, en basse altitude. Un autre mot, et le dernier, adaptation ou mitigation. C'est que lutte, oui, face au réchauffement climatique, est-ce qu'on est censé s'y adapter pour, voilà, tel processus biologique, il continue comme ça, ou plutôt mitigé? Merci bien. De ce que je pense, ça c'est vraiment personnel, hein, on est obligé de s'adapter maintenant. On peut plus, le réchauffement climatique est en marche, on ne peut plus l'arrêter. Même si maintenant on arrête toute émission de CO2 là instantanément, il y aura continuellement du réchauffement climatique pendant un bon moment. Donc on est forcément obligé d'adapter nos habitudes et nos conditions. Aussi les plantes doivent forcément s'adapter à tout ça. Ouais. Bonjour, moi j'avais une petite question pratique. Je me suis demandé, vous avez parlé des lépidoptères, donc les chenilles qui diversifiaient leur alimentation avec l'altitude. Comment on teste ça en fait? Alors, ici, ça c'est l'avantage de vivre en Suisse, c'est que c'est une petite nation et on connaît beaucoup de choses déjà. Donc ça c'est aussi le fait, grâce aux tous naturalistes qui existent en Suisse, qui ont pu en fait recenser pour chaque espèce de plante, chaque espèce de papillon, sur quelle plante elles l'ont trouvé. Donc c'est des bases de données qui existent, on peut aller chercher. C'est plus ou moins juste, hein. Il y a peut-être des petites erreurs ici par là,
Mais c'est grâce à ça qu'on peut dire que cette papillon peut manger toutes ces plantes. C'est simplement grâce aux naturalistes qui allaient sur le terrain. Maintenant, on fait presque plus de naturalistes et ça, c'est un peu dommage aussi parce que... ouais.